Bonjour à tous, je m'appelle Marit et c'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je vais avoir un petit interview avec la petite fille turque de la maison canadienne, Su. On l'aime beaucoup et c'est en fait la première amie que j'ai fait ici quand je suis arrivé à la maison. Donc, j'ai vraiment hâte. Merci Su d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? Alors là, je fais deux choses, un salé et un sucré. Donc ça, je prépare le börek. Et l'autre truc, c'est un truc turc avec la semoule. On fait un dessert avec du lait et du semoule. Et après, on met du chocolat. Donc, je vais voir si vous allez aimer ou pas. Parfait, bah, j'ai hâte. Alors, pour commencer, peut-être tu peux nous décrire un peu ton thèse. Je sais que c'est à propos de la loi, peut-être un peu de sport aussi. Ouais. Alors, ma thèse c'est sur l'État et le droit du sport. En général, comment l'État prend le pouvoir sur le sport dans les ordres juridiques. Et je vais essayer de parler encore sur la corruption dans le sport et faire, genre, est-ce que le sport doit avoir une autonomie ou pas. Donc en gros, c'est un sujet assez actuel, mais aussi technique. Donc, je suis encore en troisième année de ma thèse, donc on va voir si je vais avoir la possibilité de parler, de traiter tout ça ou pas, mais on va voir. Ok. Et quand tu parles de sport, ça veut dire comme une institution, si c'est possible d'avoir l'autonomie ou oui, les sportifs, les exactement, genre. Tout le monde sait, la FIFA, UEFA, genre, ce sont des institutions internationales qui décident sur le sport. Ils ont un pouvoir réglementaire et disciplinaire, par exemple. Mais il y a aussi l'État. Il y a aussi les lois des États, les ordres juridiques propres aux États. Donc, dans quelle mesure l'État peut contrôler cette autonomie des institutions internationales, en général du mouvement sportif. Genre, quand il y a un transfert international, est-ce que l'État a un mot à dire sur ce sujet ou bien est-ce que c'est que la FIFA qui décide sur les modalités ou pas? Et après, est-ce que c'est une bonne idée de diviser cette partie étatique et sportive en deux ou bien est-ce qu'il faut trouver un compromis entre les deux? Donc je vais essayer de répondre à cette question à la fin de ma thèse. Et après, il y a tellement... Le sport, c'est un sujet très médiatisé et il y a beaucoup d'argent qui joue. Et il y a la politique, la sociologie, la psychologie derrière. Donc, le droit du sport, c'est pas véritablement c'est pas comme le droit des biens, c'est pas comme le droit de la famille. Il n'y a pas un seul code qui peut gérer la situation, mais c'est vraiment un mélange de toutes les disciplines presque, psychologie, sociologie, même religion. Donc c'est pour ça j'essaie de voir comment on peut régulariser cette situation. Mais moi je m'intéresse plutôt au football parce que je veux parler de la corruption dans le sport et je suis obligée de parler ou bien centraliser le football dans mon sujet de thèse et de trouver les compromis que l'État peut faire pour arrêter la corruption dans le sport, genre trouver les outils ou bien trouver les outils de contrôle, de gestion de cette corruption. Le cas de Paris Saint-Germain, c'est très important pour ma thèse parce que moi je vais bien étudier cette équipe et ce cas. Dans les limites bien sûr, mais ça m'a toujours gêné cette histoire de corruption, de fair play, de corrompre les arbitres, etc. Ça m'a toujours énervé, en disant.
Et moi, je ne m'intéressais pas au droit du sport, pas du tout. Genre, quand j'ai fait ma licence à Paris, je me suis dit, je vais faire droit des migrations. Donc, je suis partie en Suisse pour travailler sur le droit des migrants, droit des migrations. Après, c'était un professeur qui m'a dit, mais viens, essaye droit du sport, peut-être tu vas l'aimer parce que tu sais parler des langues et c'est international. Donc, tu peux trouver du boulot plus facilement ou bien tu peux travailler sur le sujet plus facilement. Après, j'ai adoré parce que c'était, comme j'ai dit, c'est très médiatisé et c'est très animé comme sujet. Donc, j'ai eu des cas, des dossiers en Turquie, parce que déjà le problème qui m'énerve dans le sport, c'est qu'il y a une préjugé que tout le monde qui travaille dans le domaine du sport doit être des mecs, des hommes. Chaque fois, une fois j'étais dans une instance devant le tribunal au CAS, ils ont pensé que je suis un secrétaire. Parce qu'il y a ce préjugé, maintenant heureusement il y a beaucoup plus de femmes qui travaillent dans le droit du sport ou bien dans le monde sportif en général, mais c'est vu comme une zone très masculine. Et c'est ça qui me gêne un peu, parce qu'il faut changer ça. Et il faut changer cette mentalité. D'ailleurs, Sou, est-ce que toi tu fais du sport? Ça se voit pas, Maxime. Non. Peut-être des yogas, peut-être. Ah oui, chaque fois T'es déjà invité. je croise Farid. Mais moi j'ai acheté un tapis de yoga. Je l'ai acheté, je ne l'ai pas utilisé, mais je l'ai acheté. Donc c'est déjà un pas. Bah, c'est la première étape. Il faut commencer. Exactement. Donc, non, il faut que je fasse le sport parce que quand j'étais au lycée, c'est mon truc. Moi, j'ai fait la natation pendant 10 ans. Et après le lycée à l'université, j'ai arrêté. Mais je n'étais pas très supportive dans ma vie. C'est mon père qui me forçait à faire du sport. Mais j'ai un grand respect pour les gens qui pratiquent comme Farid, qui pratiquent vraiment d'une manière très disciplinée. Est-ce que je peux me mettre comme ça? Quand je suis venue pour la licence en France, mon but c'était d'apprendre ce que je peux, de faire mon mieux et de rentrer en Turquie pour enseigner en Turquie. Parce qu'on a aussi beaucoup de problèmes politiques en Turquie. On a des problèmes politiques, on a des problèmes économiques, on a des problèmes sociaux. Mais bien sûr qu'en tant qu'une Turque, l'idée de base c'est de rentrer en Turquie et de pratiquer mon métier en Turquie d'une façon libre. Donc on va voir. Enfin, pour l'instant je ne sais pas, ça dépend un peu à nous. Si on va réagir ou pas sur les questions politiques. Alors, je le mets comme ça. Ok, parce que tu disais que tu avais un attachement par rapport à Paris et c'était lié aussi notamment à Atatürk, c'est ça? Exactement. Tu peux nous en expliquer un peu plus? Moi je suis curieux maintenant. Bien sûr. Alors, Atatürk, qui est le fondateur de la République en Turquie, il a mon amour. Donc il a changé complètement le destin d'un peuple. Il nous a donné la démocratie, il nous a donné la République. Moi j'ai pu étudier grâce à lui parce que pendant l'Empire ottoman, les femmes n'avaient pas autant d'accès à l'éducation. Et j'ai obtenu mon droit de vote grâce à lui. Donc vraiment Atatürk c'est le personnage politique plus important dans ma vie. Et le rapport à Paris? Parce que c'était sa femme qui s'est diplômée de Paris 1 en droit, mais elle n'a pas eu le temps de finir ses études parce qu'il y avait la guerre en Turquie. Donc elle est rentrée en Turquie en raison des guerres. Et moi j'ai eu toujours cette idée d'étudier le droit à Paris 1, Sorbonne. Pour pouvoir voir si je peux
mettre quelque chose de plus pour la Turquie ou pas. Donc, j'essaie de bien représenter la Turquie à mes amis. J'essaie de sensibiliser les gens sur la question politique parce que j'ai toujours par exemple, j'ai beaucoup d'amis qui me demandent pourquoi tu portes pas la voile, est-ce que c'est pas obligatoire en Turquie? Il y a cet aspect que je suis toujours en obligation de répondre depuis des années en Europe parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'histoire républicaine de la Turquie. Donc nous, on n'est pas ici en tant qu'étudiants seulement, mais on est ici aussi pour montrer ce visage moderne, laïque et démocratique de la Turquie. C'est pour ça que je suis à Paris, mais j'essaie de montrer ce visage démocratique, républicain. J'espère au moins. Ton expérience à la Mecque, déjà, tu restes encore combien de temps et quel est ton bilan jusqu'à là de ta vie ici? Alors, je suis venue l'année dernière. Oui. Alors, jusqu'à quand? Je ne sais pas jusqu'à quand je vais rester. Jusqu'à quand France m'autorise. C'est un message envoyé à la caméra. Autorise sous. Cliquez like pour faire. Non, on va faire un truc de dégage. Waouh. Il y a beaucoup de morceaux. Waouh. C'est des questions rapides. Il y a des questions où je vais te proposer deux choses et tu peux choisir encore. Deux choses et tu veux choisir entre les deux. Entre les deux, ouais. Ok. Ouais. So to start, what's your favorite sport to watch or play? To watch is sport. Do you have a favorite sports team or athlete? J'adore Messi, bien sûr. What's the last book that you read? C'était un bouquin de droit, Okay. l'impartialité des juges. Okay. Donc, c'est pas très intéressant, vraiment, genre. And the last movie you watched? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé le Sherlock Holmes, mais toutes les saisons 1, 2, 3 de Sherlock Holmes. Okay. Et Sherlock Holmes BBC? J'ai regardé déjà BBC. Bénédicte. Benedict, yeah. Benedict, bien sûr, il a mon amour, Benedict. J'ai regardé Robert Downey Jr. version. Okay. Je l'avais déjà regardé, mais je l'ai regardé une deuxième fois pour. Okay. Enfin, Are you a morning or a night person? nice. Coffee or tea? Tea. Beach or mountains? Mountains. Cats or dogs? Dogs. What's your favorite snack? Kebab. Je sais pas. J'adore. Do you have a favorite travel destination? À part Istanbul. Une place où je suis allée ou je veux aller? Où tu veux aller? Je veux aller en Égypte. Quelle ville? Alexandrie. Je veux trop voir, je sais pas pourquoi. And what's one thing on your bucket list that you hope to accomplish soon? À part de ton thèse. Tu sais, c'est ça le problème. J'essaie d'apprendre l'arabe. Là, j'ai à peu près appris l'alphabet, donc c'est le truc que je vais accomplir pour l'instant, c'est de pouvoir au moins écrire en arabe. Wow. Et comment tu suis des cours? J'avais déjà beaucoup d'amis arabes. Okay. Et là, le problème, ils parlent entre eux, je comprends rien. Et ça me gêne. Ouais. Je me suis dit, ok, je vais apprendre l'arabe, mais l'alphabet, c'est très dur déjà. Et je prends des cours online. Okay. Et je fais Duolingo avec les cours. Ouais. Et je demande à mes amis de me donner. Et pour écrire, tu pratiques toi-même?
Oui, mais apparemment, j'ai écrit déjà quelque chose en arabe, ils n'ont pas compris ce que j'ai écrit, donc je pense que ça ne marche pas trop bien. Mais le but, c'est de pouvoir communiquer au moins en arabe un peu, parce que pour comprendre la Turquie et l'histoire turque et ottomane, il faut savoir aussi l'arabe et l'ottoman, donc c'est un truc que je dois faire avant de mourir. Donc ça, j'ai commencé moi. Ouais. Ouais, merci. C'est tout. Ouais. C'était facile.